J'ai vu des patients qui n'osent plus sortir de chez eux. Tellement, ils peuvent avoir des selles incontrôlables, des gaz incontrôlables, ils sont dans un état où ils ont leur vie est terriblement restreinte par ça. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Et ben voilà, nous revoilà dans un nouvel épisode après une petite pause cet été. Ici, on voulait faire un épisode parce qu'on a reçu beaucoup de demandes de nos auditeurs et auditrices de parler du syndrome de l'intestin irritable ou ce qu'on appelait le côlon irritable. On nous demande souvent, voilà, est-ce que vous pouvez peut-être un peu en parler? Je pense aujourd'hui le but c'est peut-être pas rentrer dans les mécanismes profonds du côlon irritable. On refera peut-être d'autres épisodes dessus, mais aujourd'hui avec le docteur Ballon-Perrin, donc c'est vrai que je rentre directement dans l'épisode parce que je pars du principe qu'on nous connaît, que vous avez suivi beaucoup des épisodes qu'on fait. Mais donc ici je suis avec le docteur Ballon-Perrin qui est aussi directeur du comité scientifique de SIMP, spécialisé en médecine fonctionnelle et notamment dans tout ce qui est troubles digestifs. Et l'idée aujourd'hui, c'est de parler du syndrome de l'intestin irritable. Pour démarrer, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer comment définir le syndrome de l'intestin irritable ou ce qu'on appelait avant le côlon irritable? Voilà. Donc effectivement, ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, en réalité, répond à des critères précis qu'on appelle les critères de Rome et qui nécessitent d'avoir des douleurs abdominales répétées depuis un certain temps, associées avec des troubles quand on va à selle, c'est-à-dire soit la fréquence des selles qui est modifiée, soit la consistance des selles qui est modifiée, soit que le fait d'aller à selle soit soulage ou génère des douleurs. Voilà, ça ce sont les critères, on va dire, stricts. Maintenant, il y a d'autres éléments qui sont évidemment associés à ça, sont par exemple les ballonnements, les gaz, des inconforts digestifs, des aliments qu'on ne sait pas digérer. Suite à ces ballonnements, d'ailleurs, ça peut générer du reflux. Mais donc, c'est clair que c'est toujours la notion des classifications médicales. On fait des classifications, vous savez, par exemple, pour prendre la population française, eh bien, on sait que 10% de la population française est atteinte de troubles, ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux, qui comportent, alors là-dedans, pour moitié, strictement ce qu'on appelle le syndrome du côlon irritable, et puis d'autres qui ont des dénominations qu'on appelle constipation fonctionnelle, diarrhée fonctionnelle, douleur fonctionnelle, enfin un tas de dénominations qui finalement n'ont pas une importance fondamentale. En pratique, si maintenant on doit dire en pratique, outre les critères médicaux stricts, en pratique, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui présentent des inconforts digestifs où on associe des ballonnements généralement et ou des gaz et ou des douleurs et ou des troubles à la défécation. On n'a pas nécessairement tous ces symptômes, mais une partie de ces symptômes. Voilà. Mmh. Ouais, j'avais demandé du coup quelqu'un qui vient te voir en consultation, généralement c'est quoi? Qu'est-ce qui décrit comme symptômes? Je pense que tu as un peu évoqué les plus grands, mais est-ce qu'il y a d'autres symptômes auxquels on ne pense pas tout de suite, mais qui reviennent souvent? Ou alors, plutôt la question c'est, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent en consultation, peut-être pas forcément de base pour des troubles digestifs, mais en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a aussi ça et c'est un problème plus large et souvent qu'on va alors ensuite classifier sous syndrome de l'intestin irritable. Oui, mais voilà, mais c'est comme dirait l'IA, c'est une très bonne question. Hein. C'est vrai que il y a effectivement ces symptômes-là, mais alors je pense qu'il faut se référer d'une part à un autre volet qui n'est pas le côlon irritable, mais qui est ce qu'on appelle les maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite, qui sont des maladies où on retrouve une macro-inflammation de l'intestin. On retrouve en général dans les symptômes vraiment des problèmes de douleur importantes, des problèmes de diarrhée importante, de diarrhée sanglante, de mucus, etc. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, c'est le gastro-entérologue qui fait le diagnostic
soit par la colonoscopie, soit par un marqueur qu'on trouve dans le sang, qui s'appelle dans les selles, qui s'appelle la calprotectine, qui est un marqueur de macro-inflammation. Ça, c'est un volet. Mais en général, la plupart des patients, parce que les maladies inflammatoires de l'intestin, pour revenir à la population française, par exemple, c'est 0,4% de la population. Donc, ça n'a rien à voir avec les 10% dont on parlait. Donc, c'est évidemment... Qui, eux, les 0,4 sont diagnostiqués par certains marqueurs très précis, que ce soit dans une gastro... Exact. En général, ça a été repéré parce que c'est une symptomatologie qui est beaucoup plus violente, et ça a été en général repéré par des gastro-entérologues qui sont alors pris en main de façon spécifique par rapport à cette maladie inflammatoire. Oui, donc ici on parle vraiment des personnes qui sont hors de ce scope-là. Voilà, exactement. Et donc, par rapport aux patients qui sont alors, que l'on peut catégoriser comme souffrant de troubles fonctionnels intestinaux, à ce moment-là, comme on dit, dont le côlon irritable, eh bien, il y a ces symptômes dont j'ai parlé tout à l'heure, mais alors il y a aussi, évidemment, des symptômes pouvant être associés à des facteurs causaux. C'est-à-dire que, par exemple, on sait que si un élément responsable de ces troubles va générer, si on a par exemple un microbiote très inflammatoire, ce microbiote très inflammatoire peut activer certains globules blancs qu'on appelle les mastocytes, et ça peut générer un tas d'autres symptômes, tels que la douleur, des symptômes pseudo-allergiques, etc. Idem, si on a une prolifération de candidats, par exemple, qui peut aussi générer des ballonnements, des gaz, des troubles du transit, eh bien, ces candidats peuvent produire des neurotoxines, l'acétaldéhyde en particulier, qui peut donner des perturbations type impression d'avoir la tête dans le brouillard, troubles de mémoire, de concentration, etc. Et ces candidats peuvent aussi activer ces fameux mastocytes et aussi donner des symptômes pseudo-allergiques. Donc, on peut retrouver des symptômes associés. De la même manière que, toujours pour parler en pourcentage de population, on sait que 40% de la population française, par exemple, est intolérante au lactose. C'est quand même énorme. Hein, ça fait à des degrés divers, évidemment, mais en tout cas, est reconnue comme intolérante au lactose, avec un gradient nord-sud. Donc, il y a plus de gens intolérants au lactose dans le sud de l'Europe que dans le nord de l'Europe. Et en fait, cette intolérance au lactose va faire qu'évidemment, quand les patients prennent du lactose, eh bien, ils vont avoir des flatulences, des ballonnements, un mal-être, et puis souvent des selles molles, voire des diarrhées. Et cela, du coup, ne se retrouve pas dans le pourcentage de la population qu'on qualifie de syndrome de l'intestin irritable. Si. Ou les deux. Parce qu'en fait, c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Il pourrait l'être, mais effectivement, en général, ils ne font pas partie de vraiment ce qu'on appelle l'étiquetage côlon irritable, parce que les patients qui sont intolérants au lactose, en général, s'en rendent quand même compte et vont instinctivement, si je peux dire, réduire de plus en plus le lactose et quand même essayer de l'éviter. Oui, c'est assez facile de faire un test, on arrête pendant un mois, on voit si on se sent mieux, si c'est ça, c'est assez évident. Et donc, c'est clair que c'est pour ça que les pourcentages, forcément, ne sont pas les mêmes. Il y a beaucoup plus de gens intolérants au lactose que de gens qui souffrent du côlon irritable. Mais du coup, comment est-ce qu'on quelqu'un qui dit qui a des problèmes digestifs assez récurrents, à quel moment est-ce qu'on considère qu'il passe dans la catégorie syndrome de l'intestin irritable? Est-ce qu'il y a une différence du coup dans la façon de s'occuper d'une personne qui est classifiée de syndrome de l'intestin irritable ou pas? C'est ça qui est, par exemple, quelqu'un qui ne digère pas bien le gluten, par exemple, et il a beaucoup de problèmes digestifs liés à ça, il arrête le gluten, ça va mieux. Est-ce que cette personne-là, elle est catégorisée de personne ayant syndrome de l'intestin irritable, ou c'est ça qui est parfois un petit peu compliqué à comprendre. On entend de plus en plus de personnes parler de ce qu'on disait avant, le côlon irritable. De plus en plus de personnes diront, ah oui, on m'a dit que j'avais le syndrome de l'intestin irritable. Je pense qu'il y a plusieurs sous-questions. Et ce qui va nous aider à comprendre un petit peu, c'est déjà qui va poser le diagnostic du syndrome de l'intestin irritable. On a parlé de l'échelle de Rome, mais quel est le parcours, voilà, par rapport à ta patientèle, souvent, quel est le parcours d'une personne qui a le syndrome de l'intestin irritable? Voilà. Donc, effectivement, le parcours, ça, c'est tout à fait. Donc, en réalité, le parcours, ce sont des gens qui vont souffrir de façon
répétée dans le temps, parce que c'est toujours la même chose. On va aller consulter que quand ça nous gêne depuis un moment. Hein, ce sont les inconforts chroniques. On va pas faire ça après 15 jours. Mais quand ça dure depuis des mois, voire des années, moi je vois des patients, ça fait des années que ça dure, et à un moment donné, on va aller consulter. Alors souvent, on va aller voir un gastro-entérologue qui va faire une colonoscopie et qui va vous dire, voilà, écoutez, vous n'avez rien de macroscopique, donc il n'y a pas de maladie inflammatoire de l'intestin, donc c'est le côlon irritable. Hein, donc ça va être souvent comme ça. Et à ce moment-là, la réponse par rapport au côlon irritable, au niveau traitement, est généralement assez faible, du genre, écoutez, c'est sans doute nerveux, calmez-vous, ou alors maintenant on a quand même mis en évidence plus les problèmes de FODMAP et donc d'aliments fermentants. Et donc on tourne un peu autour de ces deux points-là, alors que, à mon sens, ça nécessite quand même une investigation plus pointue pour voir les différents causes possibles de ces symptômes qui sont souvent enchevêtrés. On va retrouver comme je disais, des ballonnements, des gaz, des maux de ventre, des diarrhées, des constipations, une alternance, des faux besoins, etc. Et c'est d'ailleurs dans les symptômes, on a déjà une orientation. Est-ce qu'on a plutôt un côlon irritable lié à un état micro-inflammatoire de l'intestin, ou est-ce qu'on a un côlon irritable plutôt lié à une hyperfermentation? Ce sont Ou alors est-ce que il y a un impact nerveux majeur, parce qu'on sait que le système nerveux va avoir un impact très important sur le mucus, la paroi intestinale, la sensibilité intestinale, l'inflammation intestinale, etc. On reviendra peut-être, on reviendra du coup juste après sur la partie traitement. Quels sont les traitements qu'on donne et pourquoi est-ce que certains fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Mais là, vu que tu arrives un petit peu dans la partie mécanisme, l'idée c'est pas de rentrer en détail, sinon on en a pour des heures et on refera des épisodes sur les mécanismes. Mais je pense que du coup la première question à poser pour comprendre un petit peu les mécanismes en jeu et pourquoi est-ce que c'est quelque chose d'assez compliqué à gérer et pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore le médicament pour le syndrome de l'intestin irritable. Première question, c'est peut-être pourquoi est-ce que les examens normaux, les examens que tu as cités juste avant qu'on va faire chez un gastro-entérologue par exemple ou chez son médecin, ne permettent pas d'identifier le syndrome de l'intestin irritable? Alors, en effet, donc les examens normaux, c'est quoi? Donc en réalité, il y a la colonoscopie, et la colonoscopie, ça va permettre de voir s'il y a un état macro-inflammatoire, vraiment quelque chose qui est très très important, et où ça va permettre de voir des polypes. Hein, en général, c'est ça, et c'est à ça que ça sert, c'est ça qu'on recherche. Ou des lésions. C'est ça, des lésions, mais alors des lésions, quand je dis macro-inflammatoire, c'est ça. Donc on voit vraiment des lésions qu'on voit à l'œil nu au niveau de la paroi intestinale. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que dans l'intestin irritable, justement, il n'y a pas ces lésions. À l'œil nu, on est dans un état soit micro-inflammatoire, donc comme le nom l'indique, c'est-à-dire que ça ne se voit pas au niveau de la muqueuse, c'est quelque chose qui est sous la muqueuse, donc qui se passe à ce niveau-là, ou qui joue au niveau de la perméabilité intestinale, mais ce sont des choses très fines. C'est comme regarder des fissures dans la muraille de Chine depuis la Lune, quoi. Je veux dire, on ne voit pas ça quand on fait une colonoscopie. Et donc, donc ça, c'est un cas de figure qu'on ne verra pas. Et puis l'autre cas de figure, ce sont des gens qui ont une hyperfermentation, ça distend l'intestin, et cette distension peut générer une sensibilisation des voies douloureuses, en fait, hein, ça génère de la douleur. Mais de nouveau, ça, on ne le voit pas. De toute façon, quand on fait une colonoscopie, on distend le côlon justement pour aller dedans. Et puis en plus, autre chose, c'est que dans la colonoscopie, comme le nom l'indique, on voit le côlon. Or, bien souvent, les problèmes que l'on disait du côlon irritable, raison pour laquelle on a aussi changé de nom, on appelle ça l'intestin au sens large irritable, ça peut se situer au niveau de l'intestin grêle, donc du petit intestin, bien entendu. Hein, et donc, ça ne se voit pas par colonoscopie. Notamment pour tout ce qui est fermentation. Exactement. Ça, ouais. Et tout ce qu'on appelle le SIBO, hein, donc ou l'hyperfermentation dans l'intestin grêle, eh bien, ça ne se voit forcément pas à la colonoscopie. Donc, ça veut dire que ce genre d'investigation, on ne le voit pas. Si on fait une radiographie, on ne le verra pas. Si on fait on appelle ça une radiographie à blanc de l'abdomen, oui, on peut voir éventuellement qu'il y a beaucoup d'air
On peut voir qu'il y a beaucoup d'air dans le côlon, ça on peut le voir. On peut voir aussi, ça s'utilise par exemple particulier dans les patients âgés qui ont des grosses constipations avec ce qu'on appelle des fécalomes, ou vraiment des grosses zones de sel qui sont durcies, qui forment un bouchon à la fin du côlon. Mais ça va se voir sur une radiographie. Mais à part ça, les autres problèmes dont on a parlé, l'hyperfermentation, la micro-inflammation, tout ça, ça ne se verra pas non plus. Dans une prise de sang, non plus. Dans une prise de sang, on n'a pas vraiment de marqueurs typiques. On a des marqueurs pour voir un peu la perméabilité intestinale. Qui sont lesquels, généralement ? Alors, on a ce qu'on appelle la LBP, donc qui est une protéine qui transporte une substance qu'on trouve sur des bactéries qui sont plutôt problématiques, d'ailleurs, en général, et qui vont, quand l'intestin est hyperperméable et ou quand il y a trop de ce genre de bactéries, ça traverse la paroi et on sait que ça joue un rôle très important dans l'état inflammatoire à différents niveaux, que ce soit cardiaque, neuro-inflammatoire, cutané, etc. Donc c'est le même marqueur qu'on utilise un petit peu pour voir s'il y a de l'inflammation dans le corps, c'est ça ? C'est celui-là ou c'est encore un autre ? alors c'est pas... Alors, pour voir s'il y a de l'inflammation dans le corps, il y a plusieurs choses. Il y a les marqueurs classiques qu'on utilise en médecine pour voir s'il y a de l'inflammation, qu'on appelle la CRP, qui est une protéine inflammatoire. Ici, c'est plutôt un marqueur qui montre s'il y a un état d'inflammation de bas grade, comme on appelle ça, donc un état micro-inflammatoire lié à l'intestin. Okay. Et c'est très important, mais c'est effectivement ce marqueur-là. On peut avoir, effectivement, via certains anticorps contre des protéines alimentaires, on voit que s'il y a beaucoup d'anticorps sur beaucoup de protéines alimentaires, c'est aussi un marqueur d'hyperperméabilité, évidemment. Ça, ce sont toutes des choses qu'on peut voir. Indirectement, il y a des analyses plus compliquées par rapport aux acides biliaires qui permettent d'avoir une idée. Mais enfin, bon, là, on entre dans des choses complexes, mais qui ne sont pas des marqueurs évidents. Voilà. Et c'est ça. Et qui, de nouveau, ça va être compliqué, même si on voit, en effet, qu'il y a un marqueur qui est positif, qui va montrer qu'il y a une hyperperméabilité ou une inflammation. Après, que faire de cette information, ça reste un petit peu plus compliqué. Oui, c'est pour ça qu'on y reviendra effectivement sur les analyses intéressantes pour mettre en évidence les mécanismes on peut peut-être en parler maintenant, parce que du coup, ce qu'on veut voir, c'est s'il y a une micro-inflammation ou une hyperfermentation. Alors pour la fermentation et le SIBO, on n'en a pas beaucoup, et c'est pas le sujet de l'épisode, on refera un épisode, mais c'est de voir s'il y a beaucoup de ces bactéries plutôt dans le haut. Donc on entend souvent parler des tests respiratoires, mais voilà, c'est comment est-ce qu'il se place aussi dans le paysage des analyses, ces tests respiratoires. Parce que j'entends souvent ça systématiquement, SIBO, test respiratoire, mais après il y a l'analyse du microbiote aussi. Voilà, comment est-ce que toi, tu utilises du coup beaucoup l'analyse du microbiote. Alors, quel est son intérêt là-dedans? Pour faire bref, on pourra réapprofondir effectivement à l'occasion d'un autre épisode tout ça, mais pour faire bref, moi j'ai, par expérience, effectivement, ça fait assez longtemps que moi et tout notre centre, voilà, on est quand même 5 médecins maintenant à s'occuper de ça. Dans l'expérience de problème d'intestin irritable, eh bien, j'analyse 3 voies principales. Donc, effectivement, il y a l'impact nerveux, parce qu'on sait que c'est un impact important. Il y a l'impact, il y a la notion fermentative et la notion micro-inflammatoire, comme tu viens de dire. Et donc, pour ce qui est de l'impact nerveux, en fait, on sait très bien que cet impact nerveux est beaucoup relayé par la surrénale. Il n'y a pas que, il y a il y a toute une voie par le système nerveux autonome, le système sympathique. Je passe les détails maintenant, mais alors par le système de la surrénale, on sait que le cortisol, quand on est fort stressé, qu'on produit beaucoup de cortisol, eh bien, ce cortisol va altérer la production de mucus. Et donc, on va avoir un mucus qui est beaucoup moins résistant, beaucoup plus facilement perméable, et donc ça va pouvoir donner accès à ce que des bactéries inflammatoires puissent avoir accès au système immunitaire et donc déclencher de l'inflammation. Et donc effectivement, très intéressant, bien entendu, d'évaluer le profil du cortisol, par exemple, pour voir où on en est au niveau stress et comment est-ce qu'on peut agir par rapport au stress. C'est la première chose. Toujours par rapport au stress, on sait aussi que
Le stress peut avoir un impact sur la production de bile et sur la libération de bile. Et donc, or, cette bile a un impact sur le métabolisme du microbiote. Donc, c'est un élément intéressant. Ça, c'est une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est au niveau fermentation. Et donc, comme tu disais, il y a effectivement les fameux breath tests, hein, qui sont des tests respiratoires, qui restent un test, on va dire, de référence, même si certains ont émis des critiques sur ce test, mais enfin, ça reste quand même un test de référence. Et puis alors, effectivement, par rapport au microbiote, et ça, c'est assez extraordinaire et relativement nouveau, c'est pas si nouveau que ça, mais relativement nouveau, on a quand même constaté que pour un des 3 types d'hyperfermentation, en fait, il y a les gens qui fermentent, qui ont certaines bactéries qui produisent trop d'hydrogène, d'autres qui produisent trop de méthane, et les troisièmes qui produisent trop d'H2S. Eh bien, que pour les types, en tout cas méthane et H2S, on a une corrélation qui est tout à fait évidente entre les tests respiratoires et ce qu'on trouve dans le microbiote. Ce qui donc permet effectivement déjà, avec l'analyse du microbiote, d'avoir cette info. Pour ce qui est des bactéries productrices d'hydrogène... Parce que ici, c'est une critique que nous, on entend quand même assez souvent. Tu dis oui, mais dans le microbiote, on regarde ce qu'il y a dans le côlon, on regarde pas ce qu'il y a dans la partie haute de l'intestin. Absolument. Alors, en fait... Mais cette étude, apparemment, démontre voilà, exactement. Donc, en réalité, il faut savoir que dans le microbiote, on regarde ce qu'il y a effectivement dans le côlon. Alors, d'autres études, ceci ont quand même montré que la population dans la fin de l'intestin ressemble à celle qu'on a dans le côlon. Et puis, finalement, même si, à la base, les quantités, l'équilibre des différentes familles de bactéries dans l'intestin grêle, en tout cas dans la partie supérieure, est différent de ce qu'on a dans le côlon, il faut savoir quand même que ces bactéries du grêle, il y en a peu, mais ça passe très vite. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est intéressant d'analyser c'est le cas dans le côlon, parce que finalement, la population est essentiellement, hein, c'est un rapport de 10 exposant 14 par gramme de sel à 10 exposant 3. Donc ça donne un petit peu, je ne sais pas si les gens réalisent ce que ça veut dire, mais c'est des milliards par rapport à 1000, quoi. Hein. Donc c'est un rapport complètement différent. Et donc c'est vrai que de toute façon, il est évident que ce qui est intéressant d'analyser, c'est ce qu'il y a dans le côlon, parce que c'est là où il y a l'essentiel des bactéries. Alors maintenant, concernant cette différence entre les deux types, effectivement, ces études ont démontré que même si de fait il y a des différences, on retrouve une corrélation. C'est ceux qui ont un excès de bactéries productrices de méthane dans le grêle, on retrouve des bactéries productrices de méthane en excès dans le côlon. Et pareil pour H2S. Pour hydrogène, c'est un petit peu plus complexe, quoique avec l'expérience et en ayant vu des centaines et des centaines de microbiotes et de côlons irritables, il y a quand même, et en tenant compte de la littérature, il y a quand même certaines informations qu'on peut quand même tirer du microbiote à ce sujet-là. Donc ça, c'est pour la partie fermentation. Voilà, donc pour la partie fermentation, effectivement, extrêmement intéressant d'analyser de fait le microbiote et alors d'analyser, bien entendu, cet élément dont il ne faut pas oublier le rôle fréquent dans le côlon irritable, c'est la prolifération de candidats. Parce qu'effectivement, les candidats peuvent aussi produire des gaz, générer de l'inconfort, des perturbations du transit, etc. Et là, on utilise plutôt, en général, des métabolites produits par les candidats qu'on trouve dans les urines. Alors, c'est vrai que dans un futur proche, on va avoir des analyses du mycobiome, comme on appelle ça, donc dans le microbiote, mais la partie champignon du microbiote, tout comme on a des analyses des PCR de candidats qu'on peut faire. Mais je dirais que dans mon expérience personnelle, j'ai fait justement l'expérience c'est des patients qui avaient une symptomatologie évidente de prolifération de candidats, c'est-à-dire ballonnement, gaz, troubles du transit, associés à des troubles de mémoire, de concentration, la tête dans le brouillard, etc., aggravés par la prise de sucre, de pain, de farine blanche, donc vraiment toute la clinique complète. J'avais demandé les métabolites organiques dans les urines et des PCR candidats. Et j'avais eu, dans un certain nombre de cas, des PCR candidats négatifs. Par contre, des métabolites positifs. Et donc, j'ai quand même traité les patients et ils ont été beaucoup mieux. Et donc, je suis un petit peu dubitatif à ce niveau-là de l'intérêt par rapport à ça du dosage de PCR candidats parce que on sait quand même que les candidats s'accrochent à la muqueuse, que ce soit la muqueuse œsophagienne, les gastro-entérologues connaissent bien ça, ou la muqueuse du intestin grêle. Et donc, ce qu'on retrouve dans les selles peut ne pas correspondre au paquet de candidats accrochés sur les muqueuses.
Donc ça, c'est une parenthèse. Enfin bon, ça c'est pour le côté fermentatif. Puis alors, il y a le côté inflammatoire, où de nouveau, on retrouve le microbiote, avec les bonnes et les mauvaises bactéries. Et oui. Et surtout aussi, donc, parce que du coup, je ne sais pas à quel point on veut rentrer. Enfin, on a déjà beaucoup parlé de la partie inflammation, mais là, c'est dans l'optique d'avoir une vue plus précise de quel type d'inflammation. Mais je pense que pour continuer la discussion, je crois que c'est pas mal de venir à agencer ça avec la partie traitement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a des traitements parce qu'on entend de plus en plus parler des probiotiques ou des prébiotiques ou du régime FODMAP et venir un petit peu illustrer pourquoi en fait est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un traitement qui fonctionne pour tous, ou est-ce que pourquoi est-ce que chez certaines personnes ils ont dit moi j'ai fait le régime FODMAP, ça va super, et quelqu'un d'autre va le faire et c'est encore pire. Et du coup c'est un lien avec la question d'avant et c'est pour ça qu'on a commencé par la compréhension un petit peu. C'est pour ça qu'on a parlé des analyses, parce qu'il fallait un peu comprendre, je crois, la clinique, enfin pardon, la partie mécanisme pour comprendre la partie traitement. Absolument, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, juste une petite supplément d'information pour l'inflammation. Donc, on a parlé du microbiote, mais il y a évidemment aussi des réactivités sur des protéines alimentaires comme le gluten, par exemple. Donc, c'est certain que c'est aussi un élément à investiguer quand on fait un bilan. Et donc, pour répondre à la question, pourquoi est-ce que le même traitement ne fonctionne pas chez tout le monde ? Ben justement, parce qu'il y a plusieurs causes. Et donc, il faut donner le traitement qui correspond à la cause pour que ça fonctionne. Ça, c'est la base dans tout. La médecine, c'est toujours comme ça. Et donc, effectivement, quelqu'un qui a une hyperfermentation, ben, il faudra lui donner un traitement pour corriger cette hyperfermentation. Et encore, il faudra savoir à quel type de bactérie c'est dû, ou si c'est dû à du candida. C'est certain que si c'est dû à du candida, ben, c'est pas le même traitement que des bactéries qui produisent de l'hydrogène, ni que des bactéries qui produisent de l'H2S ou du méthane. Ce sont des traitements différents dans tous les cas de figure. Qu'ils soient naturels ou par antibiothérapie, ce sont des traitements différents. Ça, c'est pour le volet fermentation. Si c'est le volet inflammatoire, c'est certain qu'on va surtout essayer de soit tuer l'excès de bactéries inflammatoires, soit essayer d'augmenter l'excès de bonnes bactéries de protection, soit d'essayer de trouver des techniques pour améliorer la qualité du mucus. Et justement, on n'a pas encore parlé de l'analyse, mais c'est l'analyse du FUT2 aussi, qui est une analyse qui est intéressante par rapport au mucus. Et donc, il faut vraiment identifier le problème pour savoir le traiter. Et soit, alors effectivement, comme je disais, le côté ici de l'impact nerveux est majeur. Dans l'impact nerveux majeur, souvent, c'est pour ça que le profil du cortisol va être important, pour savoir si on est en qu'est-ce qu'il faut donner comme plante adaptogène ou quoi comme traitement. Et aussi, c'est aussi un marqueur quand même de se dire qu'il serait intéressant d'analyser le microbiote, parce qu'on se retrouve vraisemblablement chez un patient qui a une altération de son mucus et qui, si son microbiote est pro-inflammatoire, ça entretient l'inflammation. Et genre, par rapport à ça, on entend souvent aussi que le microbiote il change un petit peu d'une semaine à l'autre, ou qu'on ne sait pas vraiment agir dessus, ou encore juste qu'il faudrait juste avoir un mode de vie sain, ou avoir un lifestyle bon pour son microbiote, manger des fibres. Mais ça, je pense que c'est des conseils qui sont bons et applicables pour tous, sauf un petit peu quand on arrive dans cette partie justement syndrome de l'intestin irritable, qui a été posé, un diagnostic ou pas, quand on est face à une problématique chronique. Là, j'imagine que si on va juste suivre les recommandations un petit peu générales, ça va pas fonctionner. Et notamment, je pense que tu peux peut-être l'illustrer avec le cas du FODMAP. Pourquoi est-ce qu'un FODMAP ne va pas correspondre à une personne, ne va correspondre à l'autre. Donc il y a effectivement plusieurs questions. Donc la première, c'était, on dit que le microbiote peut varier d'un jour à l'autre. Alors ça, c'est pas vrai du tout. Donc ce qu'on constate, c'est que on construit quelque part son microbiote, surtout dans les premières années de la vie, et puis ensuite il va rester plus ou moins, on va garder un certain type de signature du microbiote qui peut être, par contre, effectivement,
momentanément perturbé, par exemple, si on prend un traitement, certains types d'antibiotiques en particulier, ou si on a une intoxication alimentaire, etc., on peut avoir une altération momentanée du microbiote, mais on a constaté que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, ce microbiote va retrouver son état d'équilibre initial. Sauf si on commence à le perturber de façon chronique ou à répétition, par exemple des cures d'antibiotiques répétées, des immunomodulateurs, des immunosuppresseurs, un stress très élevé, un changement alimentaire catastrophique qui dure sur un certain temps. Alors effectivement, à ce moment-là, on peut dire que le microbiote va se modifier et retrouver un état entre guillemets d'équilibre, on pourrait appeler ça de déséquilibre justement, qui va perdurer. Et donc, ce que l'on va mesurer, sauf si évidemment vous faites l'analyse du microbiote 15 jours après avoir pris des antibiotiques, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, ça c'est mentionné, mais ce qu'on va mesurer, c'est quelque chose qui est assez stable chez une personne et qui ne bouge pas du jour au lendemain. Donc ça, c'était la première question. Ouais. Et du coup, je pense que là où je voulais en venir en fait avec la suite de ma question qui s'est déstructurée, c'est le microbiote reste assez stable. Du coup, est-ce qu'on sait agir sur son microbiote et surtout agir de manière stable et pérenne, voilà, durable. Exactement. Et donc, il est, ça je peux clairement en témoigner avec les nombres d'années de pratique là-dessus, c'est qu'on peut agir sur le microbiote, on peut modifier ce microbiote, parce qu'en général, je suis les patients, je fais des contrôles de microbiote et j'évalue l'efficacité des traitements. Et donc, effectivement, on peut agir clairement sur ce microbiote, mais ce que l'on sait aussi, c'est qu'effectivement, il faut maintenir certaines choses, que ce soit dans les changements alimentaires ou que ce soit dans des cures à répéter pour essayer de maintenir ce microbiote d'une certaine manière. Cures qui peuvent être des cures de probiotiques, qui peuvent être des cures de cobiotiques, comme on dit, enfin, etc., ou de certains produits de phytothérapie, mais d'avoir effectivement des cures pour essayer de maintenir ces changements qu'on a initiés. C'est ça, cure en fonction de ce qui est déséquilibré. En fonction de ce qui est déséquilibré, en fonction de ce qu'on a vu qui est corrigé ou qui n'est pas bien corrigé, ou de ce qui... Et du coup, c'est à vie, ces cures, ou est-ce qu'à un moment, on arrive à repasser au-dessus d'une barre qui reste un petit peu stable, comme quelqu'un qui fait beaucoup de sport, au début c'est très compliqué, enfin quelqu'un qui fait pas beaucoup de sport, au début c'est très compliqué de devenir en forme, et puis à un moment il passe un certain nombre d'heures qu'il a fait, et après s'il s'entraîne plus trop, il reste quand même assez fit, bon peut-être pas pendant 20 ans, mais il y a une espèce de base qui fait qu'il doit moins travailler pour garder l'équilibre. Alors cette question, est-ce que c'est à vie? C'est comme pour beaucoup de choses, c'est-à-dire que quelqu'un qui va prendre des anxiolytiques ou des antidépresseurs va dire, tiens, est-ce que c'est à vie? Ça dépend s'il y a des choses qui changent dans sa vie. S'il change son mode de vie, ce ne sera pas à vie, sinon ce sera à vie. Donc c'est sûr que quelqu'un qui ne change pas son stress, qui ne change pas son mode alimentaire, il est obligé de prendre des traitements pour essayer de maintenir un peu les choses. Mais fondamentalement, quelqu'un qui va changer des éléments dans son mode alimentaire en particulier, et ou éventuellement dans son mode d'activité physique, de stress, etc., il ne va pas nécessairement être obligé de prendre des compléments à vie, quoi. C'est ça, oui. Ça va être un peu une balance entre les deux. C'est un petit peu ces grands conseils pour garder son microbiote en forme qu'on peut entendre un petit peu à gauche, à droite, ne sont pas pertinents pour quelqu'un qui est dans une situation de déséquilibre. Exact. Par contre, le traitement qu'on va donner, ou la cure de complément, ou qu'on va donner suite à une liste de choses qu'on a identifiées par la clinique et la biologie, va être un espèce de tremplin pour permettre à la personne de revenir un petit peu dans cet état, voilà, où si elle applique les changements plutôt quotidiens, elle devrait avoir un... Voilà, c'est le cas dans pas mal de cas. Maintenant, comme tu en as mentionné tout à l'heure avec tu as mentionné l'histoire des FODMAP, ça peut être plus compliqué. C'est-à-dire que justement, cette fameuse notion de patients qui ont une hyperfermentation, avec une prolifération excessive de bactéries dans l'intestin grêle, dans le petit intestin, donc, et qui vont produire ces gaz qui vont justement distendre la paroi, qui vont générer des ballonnements, des gaz, une douleur par tension abdominale excessive. Ça peut même, en comprimant en poussant sur le diaphragme, créer une ouverture entre l'estomac et l'œsophage. Donc, ils ont aussi du brûlant. Enfin bon, un tas de symptômes qui peuvent être associés à ça. Eh bien, on sait que
effectivement, dans ce cas-là, donner des probiotiques, c'est n'importe quoi, bien entendu. Il faut surtout d'abord diminuer cette hyperprolifération de bactéries pour avoir moins de production de gaz. Et puis ensuite, il faut essayer de savoir pourquoi il y a une hyperprolifération de bactéries. Et là, il y a plusieurs causes possibles, dont une cause, on va peut-être pas entrer dans les détails maintenant, mais est que le complexe moteur de l'intestin grêle ne fonctionne plus bien, et donc il faut donner des éléments, ce qu'on appelle des prokinétiques, pour éviter que, comme cette motricité n'a pas lieu, les bactéries ont le temps de se multiplier. Ce qui n'est pas le cas normalement, parce que normalement, dans l'intestin grêle, le temps de transit est très rapide, et donc les bactéries n'ont pas le temps de se multiplier. Si le temps de transit est ralenti, elles se multiplient. Ça veut dire qu'on va traiter cette prolifération, ça va aller mieux, les patients vont aller mieux, et puis petit à petit, les bactéries vont reproliférer, on va avoir de nouveau le même problème. Et donc, il faut effectivement traiter ça. Maintenant, il peut y avoir un cas bien particulier pour lequel il faut des prokinétiques. On y reviendra dans un autre épisode, je pense, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Ça peut aussi être lié au fait que ce sont des patients qui produisent pas assez de bile. Ça peut être lié justement à la motricité, liée au stress. Ça peut être lié à la thyroïde. Ça peut être lié à différentes choses. Mais dans ce cas-là, il y a des choses à corriger pour pas que les choses récidivent, quoi. Donc c'est pour ça que ça. C'est toujours ça revient à ce qu'on disait depuis le début. Dire le côlon irritable, c'est une unité, il y a un type de traitement, un type de patient. Non, il y a plusieurs possibilités. Il faut identifier les causes et, fonction de ça, donner des traitements. Et pour l'évolution par après, selon les situations, on verra ce qu'il faut faire, quoi. Et est-ce qu'il y a des innovations un petit peu qui sont en cours, mais qui sont pas tout à fait abouties sur ce sujet, qui sont assez prometteuses, vers quoi est-ce qu'on évolue? Est-ce qu'il y a certaines innovations dont on a entendu parler qui pourraient apporter une solution en plus de ce qu'on connaît aujourd'hui, ou c'est vraiment plutôt continuer à être plus précis sur l'identification des causes comme on le fait maintenant? Voilà, moi je pense qu'actuellement, dans le côlon irritable, si on arrive à être assez précis sur l'identification des causes, c'est déjà un grand pas vers la solution. Il y a évidemment, on peut traiter la micro-inflammation, on peut traiter l'hyperfermentation. Il y a évidemment quelque chose qui est beaucoup plus compliqué, c'est le stress des patients. Donc oui, c'est ça. Partie, on n'a peut-être pas assez, parce que ce serait plutôt un épisode complet à faire là-dessus, mais il y a la partie nerveuse. La partie nerveuse est importante, et c'est sûr que on ne peut pas changer la vie émotionnelle des patients, et là c'est plus compliqué, évidemment. Ouais. Là, il n'y a pas de traitement miracle novateur. Non. Voilà, je pense peut-être je sais pas si tu as un dernier mot. Non, mais le dernier mot, c'est effectivement ce qui serait intéressant, c'est de rentrer dans le détail des différentes entités et comme je disais, d'entités liées à ça. Par exemple, il y a beaucoup de confusion entre l'intolérance à l'histamine, par exemple, et le syndrome d'activation mastocytaire. On peut voir pour qui, pourquoi. On a fait un épisode d'ailleurs sur le sujet pour ceux qui veulent l'écouter. On a fait un épisode plutôt sur tout ce qui était allergie, intolérance. On a parlé un petit peu du syndrome d'activation mastocytaire, mais pas dans le cadre du. Pas spécifiquement là-dessus. Ouais. Et donc c'est on va rentrer un petit peu dans des choses qui sont aussi donc dans les causes plus en détail, les traitements plus en détail, et alors qu'est-ce que je dirais, des pathologies entre guillemets annexes à ces problèmes-là. Oui. Ouais, je crois que c'est ça le plus compliqué, c'est de s'y retrouver un petit peu dans toutes les pathologie de l'intestin et ce qui n'est pas une pathologie, ce qui n'est pas reconnu comme une pathologie, mais qui est un handicap au quotidien au final. Absolument, oui, c'est quelque chose de très handicapant et de très fréquent et de souvent pas pris en considération et pas traité de façon efficace. Oui, ça c'est je pense un point qu'on n'a pas trop abordé, c'est quel est l'impact en fait au final sur la vie. Et je pense que avant de terminer, il y a quelque chose d'autre que j'ai oublié de poser, parce que ça a un impact grandissant sur la vie des personnes. Est-ce que c'est
parce que moi je vieillis et je suis plus dedans et donc du coup je commence à en entendre plus parler, ou est-ce qu'on en entend vraiment plus parler? Est-ce qu'il y a plus de cas qu'avant? Voilà. Pour toi, j'ai pas les chiffres ici. Je sais pas si on a vraiment des chiffres sur l'évolution, parce qu'il y a plus de diagnostics aussi. Alors, donc pour être honnête, j'ai pas regardé. Je regarderai pour la prochaine fois. Ouais. Je ne pourrais pas donner de chiffres sur l'évolution. En tout cas, sans doute on en parle plus qu'avant, certainement. On regardera les chiffres pour le prochain épisode. En tout cas, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que ça peut être terriblement invalidant. Ça va de personnes qui, ont de légers inconforts en disant, voilà, bon, après avoir mangé ceci ou cela, je suis un peu ballonné, j'ai quelques gaz. Et puis voilà. Jusqu'à, j'ai eu des patients qui n'osent plus sortir de chez eux. Tellement... ils peuvent avoir des selles incontrôlables, des gaz incontrôlables, ils sont dans un état où ils ont leur vie est terriblement restreinte par ça. Donc en fait, le spectre est très large au niveau de l'inconfort, mais il peut être énorme. Oui, c'est ça peut aller du petit inconfort quotidien à vraiment quelque chose qui transforme ton quotidien, quoi. Du coup, je pense qu'on a fait un bon petit tour ici d'introduction un petit peu au côlon irritable, syndrome de l'intestin irritable. N'hésitez pas à nous dire en commentaire s'il y a certains axes que vous voulez qu'on investigue plus dans les prochains épisodes. Si vous avez des questions à poser auxquelles on pourra répondre dans les prochains épisodes qu'on va faire sur le sujet. Voilà, pour toutes celles et ceux qui sont arrivés au bout de cet épisode, bravo. J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup. De liker l'épisode, de le partager peut-être à des personnes qui essayent un peu de comprendre leurs troubles digestifs. Peut-être que ça peut un petit peu aider, et surtout si vous avez des questions, des sujets que vous trouvez qu'on n'a pas assez traités ou que vous aimeriez qu'on traite dans les épisodes suivants sur le sujet, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Allez, et à au revoir. bientôt. À bientôt.